Bolo Samba à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du courant électrique dans les solutions aqueuses. Et dans ces solutions aqueuses, il faut savoir que il y a aussi, n'est-ce pas, des ions. Et ce sont ces ions, n'est-ce pas, qui sont porteurs de charge et qui permettent la conduction du courant électrique. Et nous allons aussi nous intéresser sur la transformation électrochimique du cuivre, notamment au travers de l'expérience que nous allons réaliser dans ce cours. Alors, nous nous intéressons autant pour moi d'abord sur le courant électrique, n'est-ce pas, dans les solutions. Alors, d'abord, nous allons parler des solutions ioniques, n'est-ce pas, qui permettent de conduire, n'est-ce pas, le courant électrique. Alors, il faut savoir que l'eau pure, l'eau sucrée ou l'huile contiennent des molécules. Et donc, ce ne sont pas des solutions qui sont conductrices de courant électrique. Alors, contrairement aux solutions, n'est-ce pas, ioniques ou aux solutions qui contiennent des ions, n'est-ce pas, qui sont des solutions conductrices de courant électrique. Pour exemple, nous avons l'eau salée, nous avons la solution de sulfate de cuivre, nous avons le vinaigre, nous avons aussi la soude. Donc, en conclusion, il faut savoir que toutes les solutions aqueuses, n'est-ce pas, contiennent des ions. Les ions, ce sont les particules chargées, et ce sont ces particules chargées, n'est-ce pas, qui permettent, n'est-ce pas, de conduire le courant électrique dans une solution aqueuse. Et les solutions, n'est-ce pas, qui ne contiennent que des molécules ne peuvent pas conduire le courant, n'est-ce pas, électrique. Alors, quelle est la nature du courant dans une solution ionique? Alors, nous allons réaliser l'expérience de la solution de chlorure de sodium qui est l'eau salée. Alors, voici l'expérience. Alors, dans cette expérience, nous avons réalisé le montage, n'est-ce pas, contenant une ampoule qui est témoin, un générateur. Nous avons l'anode et la cathode qui sont plongés, n'est-ce pas, dans la solution de chlorure de sodium. Notamment, vous voyez bien autant que moi que ce sont les ions chlorure, les ions sodium contenus dans la solution de chlorure de sodium qui sont en train, n'est-ce pas, de se déplacer à travers, n'est-ce pas, la solution. Tout simplement. Et ces ions, notamment l'ion chlorure, n'est-ce pas, est représenté par le petit rond en vert et l'ion sodium est représenté par le petit rond en bleu. Donc, qu'est-ce qui se passe? On remarque bien que les ions chlorure, donc Cl- se déplacent dans le sens opposé à celui du courant vers la borne négative. Tandis que les ions sodium, Na+, eux, se déplacent, n'est-ce pas, dans le sens souvent appelé sens conventionnel du courant, n'est-ce pas? Et ce sens-là, c'est vers la borne positive. Alors, en conclusion, que pouvons-nous dire? C'est que dans les solutions aqueuses, le courant est créé, n'est-ce pas, par un déplacement d'ions. Et les ions positifs, eux, se déplacent dans le sens du courant, c'est-à-dire vers la borne négative, tandis que les ions négatifs se déplacent dans le sens contraire, c'est-à-dire vers la borne positive. Bien, nous allons avancer. Alors là maintenant, nous allons nous intéresser aux ions. C'est quoi un ion? Alors un ion est un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Il faut savoir qu'il y a deux types, n'est-ce pas, d'ions. Il y a des ions positifs qu'on appelle cations et les ions négatifs qu'on appelle anions. Intéressons-nous d'abord, chers amis, aux cations. Un cation est un atome ou groupe d'atomes qui a perdu un ou, n'est-ce pas,
des électrons. Et quand il perd un des électrons, il devient alors un ion positif. On va prendre comme exemple l'ion calcium Ca2+. Alors, on disait que un ion est un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu ou gagné un ou plusieurs, n'est-ce pas, électrons. Alors ici, on voit bien que l'ion calcium provient de l'atome de calcium. Et l'atome de calcium, n'est-ce pas, a 20 protons et 20 électrons. Voyons réellement ce qui se passe, notamment au niveau du bilan des charges. Alors, l'atome de calcium, n'est-ce pas, a une charge électrique nulle. Donc, généralement, un atome est électriquement neutre. C'est-à-dire qu'on a, pour l'atome de calcium, on va faire plus 20, plus moins 20, ce qui donne 0. C'est la raison pour laquelle on écrit Ca. Il n'y a rien en haut. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, n'est-ce pas, au niveau de l'exposant. En exposant autant pour moi. Maintenant, voyons ce qui se passe au niveau, n'est-ce pas, de l'ion calcium. L'ion calcium est créé par la perte de 2 électrons, n'est-ce pas, de l'atome de calcium. Alors là, maintenant, au lieu d'avoir 20 électrons, il a maintenant 18 électrons. Donc, ce qui fait que, au niveau du bilan des charges, on aura plus 20, plus moins 18, ce qui fait plus 2. C'est la raison pour laquelle on peut se permettre d'écrire, n'est-ce pas, au niveau de l'écriture, n'est-ce pas, de cet ion, Ca2+, et le 2+, pour signifier, n'est-ce pas, que l'ion, plutôt l'atome, a perdu 2 électrons. Bien, donc un anion, c'est un atome ou un groupe d'atomes qui a gagné un ou des électrons. Et quand il gagne un ou des électrons, il devient alors un ion négatif. Alors, on va aussi prendre un exemple. Nous avons l'ion chlorure Cl-. L'ion chlorure Cl- provient, n'est-ce pas, de la perte d'un électron par l'atome de chlore. Et l'atome de chlore, n'est-ce pas, est constitué par 17 protons et 17 électrons. Et la charge totale, n'est-ce pas, de cet atome-là, c'est nul. La raison pour laquelle on dit qu'un atome est électriquement neutre. Par contre, l'ion chlorure, étant donné qu'il a perdu, n'est-ce pas, plutôt gagné un électron, alors, donc le nombre d'électrons maintenant qu'il a, il a maintenant 18 électrons. Et sa charge, voilà, donc plutôt 18 électrons. Mais il est toujours composé, n'est-ce pas, par 17 protons. Alors, au niveau de la charge totale de l'ion, on va faire un petit bilan, c'est plus 18, plus moins 18, ce qui est égal à moins 1. Et c'est ce moins 1 qui est en exposant, n'est-ce pas, au niveau de Cl. Donc, Cl-, d'où Cl- autant pour moi. Alors, notez quand même ce qui va suivre, c'est que l'ion calcium et l'ion chlorure sont des ions monoatomiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont formés, ils sont composés à partir d'un seul type d'ion. Bien, alors, on doit savoir qu'il n'y a pas que les ions monoatomiques qui existent, mais il y a aussi des ions polyatomiques qui existent. Donc, nous allons notamment prendre un seul exemple, c'est l'ion sulfate. L'ion sulfate est composé d'un atome de soufre et de 4 atomes d'oxygène. Par contre, on se rend compte ici que l'ensemble porte la charge électrique, n'est-ce pas, 2 moins pour certains, ou encore moins 2, tout simplement. Donc voici un exemple pour nous d'un ion polyatomique, SO4 2-. Il y en a plusieurs, voilà, mais nous parlons de celui-là d'abord. Alors, nous allons nous intéresser aussi à la transformation électrochimique du cuivre.
à la transformation électrochimique du cuivre, nous comprenons tout simplement que dans cette partie, il y a forcément le courant, n'est-ce pas, qui intervient pour permettre des réactions chimiques. Bien, donc, nous allons d'abord nous intéresser à l'électrolyse de la solution de sulfate de cuivre et la transformation, n'est-ce pas, de ce cuivre-là. Alors, il est important de retenir ceci, que l'électrolyse d'un corps, c'est la décomposition de ce corps par le courant électrique. Donc, s'il n'y a pas la présence du courant électrique, si on n'a pas un courant électrique, on ne pourra pas parler d'électrolyse. Parce que l'électrolyse a de l'effet, n'est-ce pas, ou commence simplement quand il y a la présence d'un courant électrique. Alors, réalisons donc cette expérience, n'est-ce pas, de l'électrolyse de la solution aqueuse de sulfate de cuivre. Dans ce montage, nous avons une lampe témoin. La lampe témoin, c'est pour voir si le courant passe ou ne passe pas. Nous avons un générateur, nous avons un interrupteur, nous avons deux électrodes, notamment la cathode en graphite, l'anode en cuivre, et bien évidemment, n'est-ce pas, notre solution aqueuse de sulfate de cuivre. Alors, nous allons quand même observer ce qui se passe. Si on ferme l'interrupteur, que va-t-il se passer? À vue d'œil, la lampe va s'allumer, on va le voir. Par la suite, si la lampe s'allume, on va se rendre compte que donc il y a un passage du courant électrique. Mais on va encore se rendre compte qu'il y a des modifications qui se font au niveau, n'est-ce pas, des électrodes. Que constatons-nous? Au niveau de l'anode en cuivre, mais il y a une diminution de l'épaisseur. Au niveau de la cathode en graphite, alors donc, le cuivre, le cuivre, il y a un dépôt, n'est-ce pas, du cuivre au niveau, n'est-ce pas, de cette cathode-là en graphite, tout simplement. Alors, mais par contre, notre solution de sulfate de cuivre n'a pas changé d'aspect. Ça veut dire quoi? Comment, n'est-ce pas, interpréter chimiquement, n'est-ce pas, la réaction à l'anode et la réaction à la cathode? Alors, il y a perte, n'est-ce pas, de cuivre, n'est-ce pas, au niveau de la cathode, plutôt au niveau de l'anode. Cela se traduit par la réaction suivante, Cu, qui donne Cu2+, plus 2 électrons. Vous voyez, Cu qui donne Cu2+, plus 2 électrons. Alors, au niveau de la cathode, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La cathode, n'est-ce pas, a gagné, n'est-ce pas, a eu quoi? A eu un dépôt, autant pour moi, un dépôt, n'est-ce pas, de cuivre. Ça se traduit par la réaction Cu2+, plus 2 électrons. Alors, on va conclure cette partie. On va conclure cette partie en disant simplement que l'électrolyse, c'est l'ensemble des réactions chimiques observées à l'anode et à la cathode lors du passage du courant dans un électrolyte. C'est ce qu'il faut retenir, n'est-ce pas, pour l'électrolyse dans cette partie. Alors, la dernière partie de cette grande partie, mais aussi, n'est-ce pas, de ce chapitre,
c'est l'application de l'électrolyse. On ne peut pas parler, n'est-ce pas, de l'électrolyse sans pourtant donner quelques applications. Il y en a plusieurs applications, mais nous parlerons, autant pour moi, seulement de 2 applications. Nous commençons par l'affinage des métaux. En quoi ça consiste? En fait, il y a souvent des impuretés sur des métaux. Et généralement, on ne peut pas utiliser un métal qui est impur. En fait, c'est qui contient de la rouille, il contient de la saleté. Nous, généralement, pas nous, mais en entreprise, quand on l'utilise, il faut qu'il soit pur. Et donc, pour éliminer ou enlever les impuretés, on utilise, n'est-ce pas, le procédé de l'affinage. Voilà, le procédé de l'affinage. Et dans ce procédé-là, on utilise, n'est-ce pas, de l'électrolyse. Il y a aussi, n'est-ce pas, une autre application qui est le plaquage des métaux. Alors, c'est que le plaquage, c'est de déposer, n'est-ce pas, une mince couche métallique sur la surface d'un objet, notamment par le procédé d'électrolyse. Donc, je vous enverrai non seulement ce cours, mais un lien, n'est-ce pas, qui va vous permettre de suivre comme ça, n'est-ce pas, de voir en vidéo, n'est-ce pas, ces 2 applications, notamment l'affinage des métaux et le plaquage des métaux. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je suis ouvert à toutes les questions, n'est-ce pas, que vous allez poser. Merci. Prenez soin, n'est-ce pas, de ce cours. Révisez, étudiez ce cours, mémorisez ce cours parce qu'il est très important.